Je pense qu'il faut être vraiment présent partout. Et plus on te voit, tu vois, forcément, hein, si tu arrives à avoir demain une pub sur TF1, des pubs dans le métro, plus tu passes le message, plus tu fais connaître ta marque, plus on va penser à toi. On collabore avec LVMH, avec Michelin, Alpine, Marionneau. Nos meilleurs commerciaux, c'est finalement les gens qui portent le produit. Parfois, j'offre à mes potes un bracelet et je leur dis, mais je devrais te payer pour le mettre tous les jours, parce que c'est un produit que tu quittes pas. Tu vois, il y a ce côté aussi rassurant de se dire, tout le monde ne nous connaît pas. C'est super cool parce qu'ils vont connaître la marque maintenant. Avec cette communication-là, ce branding-là, cette hauteur du détail-là, si tu prends toute la marque, on doit être à 10, entre 8 et 10% du budget en pub, ce qui est pas beaucoup et ce qui est peut-être même pas suffisant, ce qui montre qu'on peut accélérer de ce côté-là. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Charles, comment ça va ? Bah salut Thomas, ça va et toi ? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Charles, ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Charles, tu es le fondateur, le cofondateur du Vent à la Française, qui est une marque de bijoux dont on va parler un peu plus en profondeur aujourd'hui. Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle justement du développement du Vent à la Française en ligne et puis qu'on parle d'un sujet qu'on apprécie tous les deux, l'e-commerce, et que tu me donnes un peu tes bons conseils que tu as pu mettre en place pour développer le Vent à la Française en ligne et puis aussi globalement, toi, tes impressions par rapport à l'e-commerce et ce qui se passe actuellement. Bah super cool, allons-y, merci de m'inviter et on va avoir une bonne discussion, on a plein de choses à se dire je pense. Ouais, on a pas mal de choses à se dire. Et puis peut-être que avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, tu peux commencer par te présenter et expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'a amené à créer le Vent à la Française. Alors, pour resituer donc qui je suis, donc voilà, Charles Tissier, cofondateur du Vent à la Française, tu l'as bien dit. Donc une marque de bijoux, plus particulièrement de bracelets, 100% fabriqués en France, éco-responsable, avec un cordon qui est garanti à vie, c'est notre petite particularité. On est placé entre 29 et 39 euros au prix de vente produit. On est aujourd'hui distribué en ligne, mais aussi et surtout dans un peu plus de 1100 magasins. Donc pour le coup, tu as des concept stores, des bijouteries et des grands magasins comme Nature et Découverte, Louis Pion, Galerie Lafayette. Une cinquantaine de magasins à l'international revendent nos produits. Voilà, on a pour objectif d'étendre l'année prochaine sur ce bien international. Pourquoi on a créé ? Parce qu'on s'est aperçu avec mon associé Louis Chaumeil qu'il y avait un manque au niveau du bracelet, notamment pour hommes, 100% fabriqué en France. Et il y a de ça maintenant 8 ans, tu vois, on a commencé à créer notre site internet et puis après, ça en est découlé une histoire assez sympa. Ok, trop bien. Écoute, déjà, félicitations. C'est beau de Merci. pouvoir être distribué dans plus de 1000 points de vente un peu partout en France, c'est ça ? Oui, ça a à peu près 1050 points de vente en France et 50 à l'étranger. Ok, très bien. Et tu disais que au départ, tu t'es lancé avec ton associé, c'était il y a 8 ans. Au départ, c'était vous qui envoyiez les colis vous-même, qui alliez démarcher les fournisseurs, les revendeurs, etc. Bah ouais, tu vois, au début, c'est vraiment la création from scratch d'une société sur nos fonds propres. Donc, tu vois, avec tout ce que ça engendre, ouais, au début, on faisait un peu comme pas mal, je pense, de start-up, tout de notre canapé, mais on fabriquait de la production, je dirais, dans l'atelier de nos partenaires, nos fournisseurs, jusqu'à la vente, jusqu'à la réception chez le client, on faisait absolument tout. Donc, on allait le soir tard à la poste pour déposer les colis. On l'a fait. Et vous avez fait dès le départ une belle première année. Enfin, comment ça s'est passé année après année ? Donc, il y a 8 ans, c'était en 2018, c'est ça que vous vous êtes lancé ?
2017, ouais. Ouais, 2017. Réellement fin d'année 2016, mais bon, elle a pas vraiment compté. Et 2017, on commence à vendre en ligne. OK. Vous commencez à vendre en ligne. Est-ce que dans le même temps, vous vendez également, en offline ou au départ c'est 100 online les premières années? Non, tu vois, au début, c'est vraiment 100% online. D'abord, on fait une soirée d'inauguration, tu vois, où on vend 80 bracelets un peu à nos amis et à des gens qu'on connaît pas. Donc, on se dit potentiellement, il y a quelque chose à faire. On est du rugby à la base, donc le week-end, quand on jouait des matchs, alors au niveau amateur, hein, on nous en demandait. Tu vois, à la fin du match, des gens qui nous connaissaient pas de l'équipe adverse nous en demandaient, parce que c'était régional. Et on s'est dit bah, qu'il y avait un truc à faire. On a lancé notre site internet. Et de fil en aiguille, tu vois, on a fait une première soirée d'inauguration du site où on a vendu une vingtaine de bracelets à des personnes qu'on connaissait pas. Euh, et puis de fil en aiguille, on a eu 10, 20, 30, 100, 200 commandes par jour sur notre site. Et au début, on voulait même pas monter une marque, on voulait monter plus un projet entre amis d'enfance mais, qui pourrait nous faire gagner de l'argent de poche, oui, mais c'était même pas un but. C'est un début d'une entreprise, mais c'était surtout le côté humain et puis faire découvrir aussi un produit 100% fabriqué en France qu'on avait à cœur. Et c'est devenu avec le temps une marque et uniquement online au début. Ouais. Pendant les 2 premières années, on vendait que en ligne. Et comment on se lance en 2017, en ligne? Parce que depuis, les outils ont bien évolué, les leviers d'acquisition, Ah ben sont, ouais. indispensables aujourd'hui quand on se lance. Enfin, dans la majorité des cas, il faut faire du Meta, du Non, Google. non, à l'époque, Bon, on était avant les dropshippers. ouais, ouais. Donc je sais pas si tu te rends compte, Mmh, mais le mmh, mmh mh. dropshipping Ouais, ouais, n'existait tu même pas. es un ancien de l'e-commerce, Charles. Je suis un dinosaure et pas un jeune dinosaure. Non, mais c'est vrai que en fait, ça passe tellement vite dans le e-com que, au final, oui, 7 ans, 8 ans d'ancienneté, c'est beaucoup. Parce que maintenant, toutes les nouvelles marques que tu vois, bien sûr, tu as les marques qui restent, les anciennes marques, mais c'est vraiment des marques qui ont 1, 2 ans, avec des gens qui ont parfois 20 ans, tu vois, qui les lancent. Donc c'est vrai que pour eux, on est un peu des dinosaures. Euh, mais comment on se lançait à l'époque? À l'époque, tu te lançais, tu faisais des photos rapidement chez toi ou dans ton jardin, de ton poignet pour nous, tu vois, avec le bracelet, tu l'as posté sur les réseaux sociaux. Puis tu avais un reach qui était énorme. Maintenant, c'est tellement dilué, il y a tellement de monde, tellement de marques. À l'époque, t'avais 1000 abonnés sur Instagram, tu pouvais avoir 300 likes, tu vois. Maintenant, t'as, je sais pas, 50, 100 000 abonnés, tu peux avoir 200 likes. Enfin, c'est dilué, c'est énormément dilué, donc c'est différent, mais à l'époque, une acquisition organique sur les réseaux sociaux beaucoup plus simple. Ouais, donc au départ, ça s'est surtout basé sur une acquisition organique. Est-ce que vous avez fait peut-être, un peu de SEO en parallèle, utiliser des Alors, influenceurs pour commencer? Alors SEO en parallèle, au début tu te rends pas trop compte, tu comprends pas, tu sais pas trop comment ça marche. Pareil, t'ouvres YouTube, nous on s'est vachement formé sur YouTube. T'ouvres YouTube, bah il y a pas énormément non plus de vidéos hein, sur le SEO, sur la pub en ligne. Tu vois, on n'était pas beaucoup à faire. Alors le SEO, il y en avait, mais sur tout ce qui est publicité en ligne, t'avais pas grand chose. Hein. C'était un peu à la mano et tu bricolais un peu dans ton garage, tu vois ce que tu pouvais. Et je pense que c'est au bout de 6 mois qu'on a commencé à mettre des premières pubs sur Meta. Euh, à la main, mal faites, avec un mauvais ciblage, mais à l'époque, vu que t'avais personne, tu pouvais mettre 20 € de pub et faire 100 commandes. Ouais, ouais. Moi, j'ai C'était bien commencé à faire différent. de la publicité en 2019 et c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait pas de créa et cetera. On Non, parlait un peu des audiences, c'est quoi le centre d'intérêt que je vais aller, oui, un cibler, mais lookalike. ouais, voilà, on regardait les likes, on mettait une photo un peu, lambda. Il y avait même une restriction à l'époque où on pouvait pas fallait pas que le texte sur, la photo ou la vidéo dépasse 20 de l'espace. Ouais, ouais, Sinon elle c'était était pas acceptée par Meta. Donc il y avait très peu de texte sur les contenus, mais c'est vrai que ça avait, rien à voir et on a l'impression de parler d'un temps, révolu. Et ouais, vraiment en révolu alors fait, c'était il y a 4 ans, quoi. tu sais, tu te sens un peu con parce que tu te dis, putain, si à cette époque-là, j'avais les outils de maintenant et je regardais les créas, les audiences, les trucs. En fait, on aurait fait 20 fois, 100 fois plus, tu vois. Il y a sûrement des marques hein, qui l'ont fait, mais à Mmh l'époque, mh. on n'avait pas tous ces outils. Je pense que même ton persona client, tu le connaissais pas comme tu le connais maintenant. Ouais. Savoir l'âge de tes clients, ce que tu ciblais, tu Mmh faisais à mh. tâtons, c'était au doigt mouillé. Mmh mh. Non, mais effectivement, il y a pas mal de enfin, il y a des marques qui ont réussi quand même à profiter d'être au bon moment, au bon endroit.
en online, à un moment où il y avait peu de concurrence. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu un avant et après, Covid et cetera, où, d'un coup, il y a tout un tas de marques qui se sont créées, qui se sont, ou en tout cas qui se sont digitalisées et qui ont vraiment Ouais, ce apporté qui a fait du beaucoup plus mal, de je pense concurrence. aussi beaucoup avant Covid, parce que Covid, c'est quoi? C'est 2020, 2021. Ce qui a fait du mal, c'est surtout le dropshipping, tu vois, qui est arrivé un peu avant, qui a en fait fait perdre en crédibilité pas mal de marques. Tu vois, nous, bon, on a l'avantage de fabriquer 100% en France, donc effectivement, on le met dans nos pubs, mais t'as pas mal de dropshippers qui, même en fabriquant en Chine, s'arrangeaient pour mettre marque française ou autre. Donc tu te retrouvais avec un espèce de conglomérat de marques et la tienne noyée dans tout ça, donc ce qui a fait perdre beaucoup en acquisition. Ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, en peut-être moins bien qu'avant, mais il y a aussi des choses qui ont évolué, en mieux. Et c'est vrai que de plus voir, autant, d'ads, de dropshippers avec, des montres, à 50 € au lieu de 550 € exceptionnellement ce week-end avec le compteur qui défile, ça fait plaisir à ne plus voir ça dans son fil d'actualité et ça remet un peu les valeurs, là où elles doivent être. Mais tu vois, à l'époque, on faisait pas de vente privée sur des plateformes comme VP, Showroom. Après, ils sont arrivés de Choose, Braderie. Parce que je te prends l'exemple de VP par exemple, et pour en avoir discuté avec eux, parce que maintenant on collabore bien avec eux, et même très bien, tu vois. L'image à l'époque, tu sais, ils te mettaient, c'est ça, une montre à 2000 €, discount 80%, et tu avais pensé faire une bonne affaire. Et à l'époque, l'image de ces plateformes était pas géniale. Parce que ça faisait dropshipping sur dropshipping, même s'ils faisaient du volume. Maintenant, tu vois, des plateformes de vente privée, bah, être sur VP, ça t'amène peut-être 200 000 personnes à connaître ta marque sur une vente, et au-delà de ça, c'est de la notoriété. Et t'es à côté de grosses marques comme Dyson ou autre, et ça peut te faire même monter. Tu vois, les gens se disent, ah tiens, il est sur VP. Avant, j'avais souvenir au tout début de marques, je sais pas, t'as quoi en historique du. Je sais pas, bah, même une marque s'est créée avant nous, comme le slip français par exemple, quand tu les voyais à l'époque sur VP, tu te disais, ils sont sur VP, ça doit pas si bien marcher. Maintenant, c'est vraiment différent, tu vois. Il y a eu même cette approche-là à changer, donc il y a eu ce retour positif du contre-dropshipper, entre guillemets. Yes. Et si on revient, au vent à la française, tu disais qu'effectivement vous avez remarqué qu'il y avait pas vraiment d'offres à ce moment-là pour les bracelets pour hommes. Est-ce que c'est la seule chose qui vous a décidé à vous lancer dans le bracelet ou est-ce que vous y avez vu aussi d'autres avantages? Alors déjà, on trouvait ça super cool avec Louis, on portait, tu sais, toujours. C'était après l'été hein, qu'on a décidé de créer ce qui est devenu la marque. Je pense que c'était en octobre, donc tu vois, tu sortais de l'été, t'étais bronzé, on avait des manches courtes, on avait un petit cordon de rien du tout, tu vois, même pas une marque autour du poignet, on trouvait le produit cool. Après, on aimait aussi beaucoup Dinvan. À l'époque, tu vois, les menottes de chez Dinvan étaient vraiment au prime de leur vente et de leur image de marque, mais clairement, à 21 ans, pour acheter une paire de menottes Dinvan à 300 €, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à démocratiser ça justement. Déjà en le fabriquant 100% en France et en le rendant accessible. Euh, et voilà, je crois qu'on aimait le produit, mais tu sais, on n'a pas du tout réfléchi. On s'est pas posé avec un tableau Excel en se disant, bon alors attends, technique de transport, technique de stockage. Il y a eu un espèce d'alignement des planètes pour nous. Et on va en parler, je pense, tout à l'heure, au niveau du stockage, du produit, des expéditions, tous ces clés du e-com. Nous, sur le produit, il y a eu un espèce d'alignement des planètes. Enfin, tu vois, alors, on dit que la chance se provoque, mais on a eu une certaine chance dans le choix du produit. Ouais. Ouais, effectivement, vous êtes pas posé en amont en vous disant: «OK, le bracelet, ça prend pas de place, donc j'ai pas Ah, besoin pas d'avoir du des tout. entrepôts énormes Ah, pour pas pouvoir du les tout. stocker». Pas Ouais. du tout. OK. Pourtant, aujourd'hui, on se dit, 5000 bracelets, ça peut tenir là-dedans. Ouais. Moi, j'ai des copains qui ont des marques de trucs, tu vois, lambda du quotidien, mais qui prennent un peu plus de place. 5000, 5000, je sais pas, 5000 boîtes de n'importe quoi, il te faut un entrepôt, quoi. Mmh mh. En plus, si ça prend pas de place, ça fait pas des gros colis à envoyer, donc les frais de transport sont, relativement raisonnables. C'est ça. Frais de transport raisonnables, pas de place, assez une bonne marge. Je te le cache pas, on est sur un produit où tu as une marge qui est assez intéressante par rapport à une, euh, une valeur perçue. Tu vois, on est parti d'un constat simple. Quand tu vends un t-shirt 40 €,
T'as acheté un t-shirt à 40 euros. T'as acheté un bon t-shirt, tu vois, parce que tu vas te battre contre H&M, contre Zara, qui va vendre un t-shirt à 9 euros, 10 euros, qui sont aussi des bons t-shirts dans la matière. Bon, la production peut être, entre guillemets, dégueulasse, mais tu vois, ce t-shirt, tu l'as payé 10 euros. Donc quand tu vas arriver à vendre ton t-shirt 40 euros, c'est qu'il y a une marque derrière et les gens y auront mis 40 euros. Quand tu vends un bracelet 40 euros, c'est un bijou. Donc tu as une valeur perçue, que tu le vendes 40, tu peux aussi le vendre 80 ou 160, c'est l'image de ta marque. Mais les gens vont pas se dire, tiens, c'est cher pour ce produit parce que c'est dans l'univers du bijou. Donc au final, qu'ils l'achètent 80, 40, c'est plus comment tu le vends Ouais, que puis vendre un t-shirt 80 euros. t'as peut-être aussi envie d'avoir un bracelet qui coûte au moins 40 euros. Parce que s'il t'a coûté 4 euros, tu vas dire, ouais, 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 il y a cette c'est- stratégie, il y a cette stratégie-là aussi à comprendre. Nous, tu vois, on a énormément de gens. Aujourd'hui, on travaille sur des matières pour être accessible en 29, entre 29 et 39 euros. On est sur du plaquage argent et plaqué or. Euh, c'est très résistant. Nos produits, tu vois, on dit un bracelet qui vous accompagnera toute votre vie. Le cordon est garanti à vie. Dans l'atelier du vent à la française, tu vois, c'est l'atelier de cordage. On a appelé ça en interne et c'est Anaël qui gère tout ce service-là avec toute la relation client et qui le gère très bien. Les gens sont très contents, ce qui nous amène à avoir une très bonne note sur Trustpilot, notamment, ce qui est ultra important. Mais parce que la relation client derrière l'achat, elle est super importante et je le dis trop souvent, ça ne s'arrête pas quand les gens quand tu as expédié le colis de chez toi, on va ressortir nous une gamme argent massif parce que tu as des gens, même si ton produit est ultra résistant, veulent avoir un produit encore plus premium et peut-être un peu plus cher pour une occasion ou pour se dire qu'ils ont un produit à ce prix-là. ouais, ouais. Ouais, le produit a vraiment beaucoup d'avantages. Et le fait que vous fassiez de la marche, c'est pas nécessairement. Enfin, faut le voir aussi comme quelque chose de positif. C'est ce qui vous permet aussi derrière d'offrir une bonne expérience, de Oui. pouvoir vous diversifier, de proposer peut-être des collections un peu, enfin, de prendre des risques aussi sur certaines collections, etc. En fait, nous, déjà avec mon associé et je pense avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, le côté argent, rentabilité, est important parce que c'est une des choses qui fait fonctionner l'entreprise, qui fait qu'on mange tous. Tu vois, on est une vingtaine aujourd'hui dans l'entreprise à temps plein. C'est ce qui fait que ça fonctionne, qu'on peut s'acheter des trucs à côté, qu'on peut vivre. Donc c'est important et que l'entreprise tourne. Mais on met d'abord le côté humain et le côté aventure en avant. Donc au final, c'est pas le truc numéro un, mais c'est le truc qui va te permettre de financer les rêves dans l'entreprise. Et les rêves dans l'entreprise, comme tu l'as dit, ils permettent de vendre plus parce que tu communiques plus sur les différentes plateformes. Ils permettent de te faire des collaborations un peu plus larges. Ils permettent de. Enfin, tu vois, ça t'ouvre un panel de choses qui fait que ton produit voyage et tu vas pouvoir faire voyager tes valeurs le plus loin possible. Et c'est notre but premier, c'est de faire voyager le savoir-faire français, l'artisanat le plus loin possible. Et sans marge, tu es confronté à un truc où tu peux pas investir. Ouais, très bien. Tu disais, vous êtes une vingtaine de personnes aujourd'hui en interne. Comment vous êtes divisé entre, enfin, en tout cas, combien de personnes constituent l'équipe marketing, sales qui va s'occuper de à la fois vendre en online et en offline? Alors, nous, c'est vraiment online, offline, divisé, même si au final, tout est un peu lié. C'est pas divisé, on est une seule entité, mais tu vois, on a vraiment un peu le B2B qui va aujourd'hui gérer nos 1100 revendeurs. Donc, pour le coup, il y a 5-6 personnes dans ce pôle. Et il y a le même nombre de personnes qui sont dans le pôle communication, qui va aussi assister le B2B parce qu'on est sur Shopify pour passer les commandes, pour toute la DA, je sais pas, catalogue, les nouvelles collections, la DA sur les salons. Tu vois, on fait des très gros salons. Il faut travailler des fonds de stand, des présentoirs. Donc assisté par Polcom, et c'est vraiment le Polcom qui va gérer le site dit B2C. Donc notre Shopify, notre boutique en ligne de tous les jours, et le reste qui est l'un des maillons, mais je dirais que tous les maillons sont ultra importants. Tu vois, on est vraiment, mais même avec Louis, on fait partie de cette chaîne, nous, et c'est vraiment comme ça qu'on le vit. Tous les maillons sont ultra importants parce qu'après, tu as le pôle supply chain qui va vraiment et fabriquer et envoyer et garantir le produit. Tu vois, l'authenticité et la qualité du produit. Et c'est une plateforme tournante de toutes ces distributions-là. Donc tout le monde a un rôle vraiment très très important et on n'a pas de rôle superflu dans l'entreprise à notre niveau. OK. Et la répartition entre
offline et online en termes de chiffre d'affaires, c'est bien équilibré 50-50? On est plutôt sur un 70-30, On est 80-20? plutôt sur un 65-35, 35 pour le B2C. B2C pour nous, donc tu l'as compris, c'est notre vente sur notre site internet. Et le reste pour notre vente en magasin. C'est beaucoup plus, je dirais pas facile, mais possible d'avoir une vraie croissance sur le chiffre d'affaires B2B, parce que bah, tu peux avoir demain 5000 revendeurs. Tu as des plafonds de verre que tu connais même mieux que moi avec XPLR. Tu as des plafonds de verre en e-commerce qui te permettent pas de faire des croissances forcément à 2 ou 3 chiffres tous les ans. Euh, donc voilà. OK. Et aujourd'hui, vos revendeurs en B2B, vous les trouvez, tu parlais de salon tout à l'heure, c'est de cette Ouais. manière-là que vous arrivez à les identifier? Oui, alors, comment on a lancé le B2B? D'abord, on avait énormément de demandes. À l'époque, on faisait encore de la pub, enfin on faisait de la pub sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens nous avaient demandé des concept stores, pas du tout des bijoutiers, parce que les bijoutiers étaient à l'époque, c'est pas péjoratif, mais très traditionnels. Ils voulaient pas forcément entendre parler de la fantaisie. Les concept stores nous demandaient, il y avait beaucoup de concept stores qui s'ouvraient 100% fabriqués en France, enfin tu vois, qui voulaient avoir cette démarche aussi éco-responsable. Ils voulaient rentrer notre marque, nous on voulait pas du tout. Parce que tu sais, quand tu vois la distribution en ligne, la possibilité, la marge aussi que tu as, la flexibilité que tu as, le fait que ça soit, quand tu as 200 commandes, c'est 200 clients différents, donc tu as cette loi de Pareto qui est maîtrisée. Ce qui nous intéressait le plus, c'était le mode en ligne. Et puis un jour, on nous a conseillé d'essayer 1 ou 2 magasins quand même, et puis on est tombé complètement amoureux de ça, et on a compris qu'on pouvait, ben, tu vois, avoir une corrélation entre notre site en ligne et les magasins. Et comment on les trouve? Donc ils nous ont contactés, ils nous contactent encore, hein. Toutes les semaines, on a des demandes pour rentrer dans des zones, mais on les trouve aussi et surtout sur des grands salons comme, tu vois, notre plus gros salon va être Maison et Objets, que tu as en janvier, en septembre. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent, si le podcast a été diffusé d'ici là, à venir nous rencontrer sur Maison et Objets en janvier. On sera aussi sur Who's Next et sur Journée d'achat, qui est un gros salon bijoutier. On sera sur Museum Connection, qui, voilà, comme le porte bien son nom, a toutes les représentations comme les musées par exemple. Tu vois, parce qu'on va aussi avec notre produit pouvoir impacter des magasins comme des musées, des magasins de la Marine nationale. Enfin, tu vois, on peut aller vraiment très loin. On fait même de la personnalisation. Il y a un autre pôle dans notre entreprise maintenant pour les entreprises. En fait, on vient personnaliser le revers de la médaille de nos bracelets avec le logo. Tiens, tu vois, par exemple pour XPLR à Noël, tu peux offrir à tes milliers de clients un bracelet Le Vent à la française. Mais on collabore avec LVMH, avec Michelin, Alpine, Marionneau. Enfin, tu vois, on a beaucoup d'entreprises qui ont des verticales différentes et des produits différents, même des industries différentes, qui vont collaborer avec nous pour le côté fabriqué en France. Lien du bracelet, essence que ça, essence d'appartenance. Donc, il n'y a pas vraiment de frontières au produit. OK. Et j'imagine que, pour tes revendeurs, les arguments dont on parlait tout à l'heure sont aussi, impactants pour eux. Ça leur fait pas ils ont pas besoin de faire une grosse place dans leur stock pour, après avoir commandé chez, Legrand à la française. C'est Est-ce qu'ils ça. ont d'autres avantages comme ça? Bah alors, tu as la notoriété quand même en ligne, avec quand même pas mal de gens qui passent sur notre site internet. Nous, on les a mis tout en haut du site internet avec une petite case revendeur, parce que les gens vont vraiment en magasin avec notre site internet, ça les drive vers la boutique le plus proche de chez eux. Aujourd'hui, à plus de 1000 revendeurs en France, tu as toujours une boutique qui est pas très loin de chez toi. Donc ça t'invite à aller pouvoir découvrir la marque. On est vraiment sur l'aspect collaboratif avec les magasins. On leur offre un coef de 3 sur tu vois, l'intégralité de nos collections. Et puis des displays qui sont aussi fabriqués en France. Tu vois, pour les présentoirs, on les fabrique non loin de chez nous à Vichy, avec qui on a une collaboration exclusive avec un atelier de fabrication. On essaie vraiment de collaborer ensemble et de faire que ça fonctionne. Tu vois, on a plein de politiques. Je peux pas toutes te les citer parce qu'on en aurait pour 1 heure, mais on a plein de politiques qui font qu'on collabore avec eux, on les voit pas comme une ligne sur notre tableau Excel. Ouais. Ouais et puis, ça me fait penser, ce week-end, j'ai été, faire mes achats de Noël et je suis tombé effectivement sur un présentoir, Le Vent à la française. C'est marrant, enfin, je sais pas si ça vient
de toi ou d'une personne de votre équipe, mais on les distingue bien finalement dans une boutique. C'est pas Alors, évident. il y a eu un gros challenge au niveau de ces présentoirs. On les a fait un peu à la main au départ, après on les a fait en bois. Maintenant, on travaille, je sais pas si tu as vu les nouveaux ou les anciens, on travaille des nouveaux présentoirs qui sont tout bleus, notre bleu, et qui ont bah oui, une prestance en magasin et qui sont faits aussi pour attirer les personnes en magasin, présenter le maximum de produits sur un espace le plus réduit possible. Donc effectivement, en magasin, quand tu commandes chez nous, quand un vendeur commande chez nous, bah, il est sur 30 cm, 40 cm de linéaire, donc souvent un bord de caisse, mais avec un chiffre d'affaires qui peut être possible énorme, un volume qui peut être énorme sur une toute petite place, et c'est ce que cherchent tous les magasins. Ouais, ouais, c'est super, super intéressant. Et si on en revient un peu à notre sujet du jour, l'e-commerce, est-ce que toi, tu arrives à quantifier, j'imagine que c'est très difficile pour toi, ce que t'apporte le offline en chiffre d'affaires, en tout cas en traction sur Sur le notre online? e-com, Ouais, alors, tu vois, le persona est très compliqué à avoir, même, enfin mine de rien, euh, c'est toujours compliqué de savoir est-ce que c'est un homme, une femme qui achète, et quel âge ils ont, pour qui ils achètent. On a trouvé une petite technique avec un petit questionnaire qui est une app Fairing. Je ne sais pas si tu connais, il doit en exister beaucoup, mais qu'on peut mettre à la fin de notre processus de commande sur Shopify. Et je le teste depuis 2-3 jours. Je l'ai vu sur le site Bonsoir. Je ne sais pas si tu OK. connais la marque. Oui, Euh, c'est une marque sympa d'ailleurs. Je oui. recommande, pardon. Et du coup, ben, tu vois, en passant ma commande, j'ai vu ça, j'ai vu un petit questionnaire à la fin, et ça a 30-40% de taux de réponse. Donc, ce qui est quand même énorme, et ce qui te permet, quand tu as un volume assez intéressant, bah, de connaître ton persona par cœur. Et une de nos premières questions, même notre première question, c'est comment avez-vous connu la marque? Donc, tu as tous les billets, alors représentés en 5 questions. Je peux pas aller chercher, tu vois, exactement le nom du magasin, mais effectivement, tu as est-ce que tu as connu la marque en boutique, sur un podcast comme ici, et ça nous aide énormément à comprendre. Et oui, je peux te dire que beaucoup de gens apprennent à connaître la marque en magasin. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que le questionnaire post-achat, c'est l'un des meilleurs outils, d'attribution en e-commerce. Surtout aujourd'hui quand on est présent en offline, en online, qu'on investit sur du Meta, du Google, qu'on a une forte présence, en organique et une notoriété bien établie. C'est presque impossible de savoir qui me Non, rapporte quoi. Par c'est contre, ça, c'est quand même top de pouvoir savoir de quoi la personne se souvient, en tout cas quand on c'est lui ça, pose la question, exactement. «Où est-ce que tu m'as connu?» Et c'est Bah ouais, ça parce qui que permet derrière de t'as un cross canal aujourd'hui qui est énorme. Tu vois, on est présent dans certains magazines, mais on fait aussi de la radio. euh, Tu vois, c'est difficile de te dire si le mec t'a entendu dans son taxi, puis après t'as vu sur Instagram, finalement il t'a vu le soir dans un magazine et il est allé sur ton site. Et via Google, au final, c'est ultra dilué. Mais même, enfin, tu connais ça mieux que moi, mais quand tu es sur Meta ou sur Google Ads, tu l'attribution, c'est un peu la. Tu vois, il y a un espèce de partage qui est fait. Ça c'est toujours intéressant pour pouvoir analyser les performances de Meta sur Meta, savoir, quelle publicité je conserve, quelle audience je coupe, prendre ce genre de décision-là. Mais pour prendre des décisions un peu plus, business, c'est-à-dire où est-ce que j'attribue mon budget? Qu'est-ce qui me rapporte quoi exactement? Qu'est-ce que je dois privilégier pour faire de l'acquisition? C'est bien d'avoir quand même un regard externe aux plateformes, Bien sûr. sinon on a quand même des œillères qui, peuvent nous amener à prendre des mauvaises, décisions. Et c'est intéressant que tu parles de la radio. De la même manière, moi, Le Vent à la Française, c'est une marque que je connais depuis, un petit moment, depuis le départ, de mon aventure dans l'e-commerce. Je vois Le Vent, à la Française. C'est aussi pour ça que ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi, aujourd'hui. Et c'est vrai que dernièrement, alors c'était peut-être pas dans les dernières semaines, mais plutôt dans les, derniers mois, j'étais en voiture, j'écoutais, moi j'aime bien le foot, donc j'écoute, c'est l'after foot, enfin l'émission Ouais. avec, vers 20 heures en voiture et effectivement j'entendais, une publicité. C'était pas une publicité, c'est plutôt un partenariat avec, Oui, on peut faire le des vent à jeux la française. concours. Il y a Ouais, plein de choses différentes. Tu vois, on tente et on teste plein d'axes différents. Ce qu'aiment bien faire les radios, c'est des jeux concours. Tu vois, par exemple, bah, comme avec Ruquier, dans ma valise, tu vois, il y a un bracelet Le Vent à la Française et tu peux gagner derrière. Et on teste plein de formats justement différents. Mais tu vois, typiquement la radio, c'est inquantifiable.
Savoir si toi, après, derrière, le soir, t'es allé, tiens, voir sur Insta, ou tiens, le vent à la Française, je connaissais pas, j'ai un cadeau parce que mon pote a son anniversaire samedi, tu commandes. Je sais pas. Ce qu'il faut, je pense, en tant que marque, c'est essayer de rentrer dans un inconscient collectif. Nous, on n'est pas connus par tous. Je veux dire, t'arrêtes quelqu'un dans la rue à Paris, t'as peut-être une chance sur 10, une chance sur 20, j'en sais rien, qui connaissent la marque, une chance sur 30. Mais, et le but, c'est que tout le monde apprenne à la connaître. Et au moins connaissent le nom de la marque et déjà vu quelque part. Et c'est ce qui est le plus long à faire quand tu es dans un pays de 68 millions de personnes. Ouais. C'est une réflexion super mature de ta part par rapport à des sujets, d'e-commerce parce qu'effectivement, on a un peu tendance à vouloir, avoir une attribution à 0 ou 1. C'est-à-dire, OK, Meta m'a apporté cette vente et du coup, c'est une vente, pour Meta. Mais comme tu le dis, quand tu commences à investir sur des leviers comme, la radio, peut-être que la personne à la fin, elle a tapé ton nom sur Google, elle a cliqué sur une C'est ad ça. sur Google. Tu vas Puis dire: ça «Ah t'a OK, ramené de la Google». solvabilité aussi. Tu Ouais, vois, ouais. pour l'année prochaine, on va vraiment essayer de travailler tout l'aspect beaucoup plus vidéo longue durée, beaucoup plus raconter notre histoire, ce qu'on a peut-être le haut de funnel, tu vois. Vraiment l'amorce, découvrir l'histoire, qui on est, et si aussi tu recherches, tu veux partager un peu plus avec nous, et tu veux peut-être passer un peu plus de temps sur YouTube ou sur notre site à regarder une vidéo qui fait 3, 4, 5 minutes, plutôt qu'une pub qui en fait 30 secondes ou une minute. Et là, on va vraiment te raconter l'histoire, te faire rentrer aussi dans les ateliers de fabrication. Euh, ben, tu vois, il y a beaucoup de gens qui regardent ce type de contenu. Mais pareil, ça se trouve, la vidéo aura 20, 30, 40, 50 000 vues. Mais te dire combien de personnes ont acheté parce qu'ils ont vu l'histoire et que l'histoire de Jean Damien, qui a l'entreprise qui fabrique nos cordons à Vertolaye, que je salue d'ailleurs, ben, les a touchés et donc du coup ils ont commandé un bracelet. Je serais incapable de te le quantifier, mais ça fera partie du lot de communication. Ouais, c'est top d'avoir cette vision, de voir ça comme, un tout et pas, en silo. Et donc là, on parle d'un média un petit peu plus classique, la radio. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres médias classiques, de la télé, de l'affichage dans les arrêts de bus? Est-ce que c'est le genre de Alors, choses que vous avez déjà fait? Alors, effectivement, on a déjà fait du JC Déco, on a fait une campagne de test dans notre ville, bah, à Clermont-Ferrand. Donc là, tu vois, on vient travailler l'ancrage local. Il y a d'autres choses qui sont prévues pour 2025. Télé, il y a de la télé qui va être prévue. Alors, je peux pas te dire sur quelle chaîne. On sera pas encore sur TF1. On va attendre quelques temps et grossir un peu. Mais on va commencer aussi l'amorce télé. Mais oui, on teste, mais comme on teste de la micro, de la nano influence, de la macro, tu vois, on va essayer de tester de vrais influenceurs potentiellement pour la première fois fin d'année prochaine, avec une collaboration sur un produit en particulier. Mais nous, on est prêt à tout. On a déjà sponsorisé des tentes pour la course croisière à l'EDEC, la course croisière EDEC, tu vois, une école de commerce, où on a monté un stand, il y avait 4000 étudiants. Tout est bon à prendre pour une marque comme la nôtre. On était il n'y a pas longtemps dans le magazine Voici, on était dans le magazine Playboy, et on est dans le magazine Playboy actuellement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent pourquoi vous êtes dans Playboy. Mais on est dans Playboy parce qu'il y a 800 000 lecteurs par mois et que notre marque, on prendra pas un magazine et on n'ira pas dans un magazine à connotation politique ou autre, mais que notre marque, elle a une ouverture qui est ultra large. Et tu peux nous voir dans Voici, tu peux nous voir dans Playboy, et tu peux nous voir dans Femme Actuelle, tu vois, dans AD Décoration. Et pourquoi pas, tu vois. Et ça vient te rajouter de la solvabilité, énormément de solvabilité aussi, parce que bah, quand tu vas être dans Voici, par exemple, ou dans Voyage de luxe, bah, les gens vont mettre ta marque à hauteur du partenariat. Donc vont se dire, bah, la solvabilité du vent à la française, bah, t'as Voici, t'as Playboy, ils collaborent avec ce type d'envergure Mmh. d'entreprise. Ouais, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure avec vente privée. C'est si moi je vais sur vente privée, je vois, une vente privée Dyson, après, Samsung, après, une marque que je connais encore et après le vent à la Le vent à la française. française, Je veux bah dire, voilà, pourquoi je connais pas le vent à la française? C'est c'est peut-être ça. moi qui suis, en retard et du coup, j'associe la marque à ce niveau de notoriété. Ouais, et comme je te le disais tout à l'heure, avant VP par exemple, alors c'était vente privée à l'époque, bah ça faisait pour moi
Après, s'ils m'entendent dire ça, peut-être qu'ils diront non, c'est pas vrai. Mais ça faisait pour moi un peu plus discount. Maintenant, voilà, t'es à côté de marques, comme tu l'as dit, comme Dyson, et ça te met dans le. Ça te fait une super communication, quoi. Trop bien. Donc, on a parlé des leviers de notoriété offline que vous utilisez. Toi, aujourd'hui, quand tu construis ton budget marketing, est-ce que tu arrives avec une vision très claire de je vais mettre tant sur du offline Mm. et tant sur du online? Enfin, comment tu travailles tout ça? J'ai pas cette. Tu vois, avec le temps, on a une vision beaucoup plus analyste et on va la voir de plus en plus. Avec, tu vois là, avec Fairing par exemple, sur notre persona, sur qui achète, pourquoi, les quantités. Enfin, ça va être ultra important dans les mois, dans les années à venir. Après, en termes de budget, c'est un peu. Je trouve que c'est dur de te dire, tiens, ce mois-ci, j'ai 10 000 € de budget. Et soit t'en dépenses trop, soit t'en dépenses pas assez. J'ai une gestion au jour le jour, où j'ai un tableau, tout simple, TTC, qui se transforme en hors taxe. Toutes mes pubs, d'accord? Donc pub Google, Meta, toutes mes pubs. Ma marge produit, et j'enlève les pubs. Et j'ai un résultat. Et je drive comme ça. Forcément, t'as tous les autres coûts de l'entreprise, de ton chauffage, à toute la structure salariale, enfin, tu vois, je peux pas tout mettre, même si j'ai un tableau aussi qui a tout ça. C'est vrai. Mais tu vois, je le divise pas en 31 jours ou 30 jours. Mais je regarde et je pilote au jour le jour. Et je suis en capacité de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai eu ce seuil de rentabilité avec mon hors-taxe, moins ma marge produit, moins mes pubs. Euh, voilà ce qu'il en est. Et je peux piloter un peu au jour le jour comme ça. Et puis après, euh, les saisons passent, les années passent. On a des indicateurs de ce qu'on a fait aussi les années précédentes, à quel moment on a coupé, à quel moment on a lancé. Tu vois, typiquement pour des périodes comme Black Friday, bah, je suis en capacité de te dire, tiens, c'est peut-être mieux si on lance 7 jours avant. Et tiens, là, on arrête 2 jours après parce que les investissements sont. Et on cale plus comme ça. Trop bien. Et aujourd'hui, ton budget enfin, déjà, vous faites du Meta, du Google. Est-ce qu'il y a d'autres leviers publicitaires comme ça que vous utilisez? Un tout petit peu TikTok, mais on le fait très mal, donc on doit avoir 20 € par jour et 20 € par jour sur Pinterest. Et d'ailleurs, il faudra peut-être à la longue qu'on se fasse accompagner, mais je pense qu'on n'a pas atteint le plafond de verre sur Meta et sur Google pour aller encore se mettre une autre locomotive. Tu vois, il faut d'abord qu'on soit très 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 bon sur ce qu'on fait sur ces deux plateformes avant d'aller sur les autres. Le budget, globalement, ça va être 20% de notre chiffre d'affaires TTC B2C. Euh, Après, tu vois, si je te donne un retour, par exemple, si je te dis, prenons par exemple 1 million d'euros, je te dis que mon budget est de 200 000 €, donc sur le TTC, oui, mais le TTC B2C, après j'ai le B2B, donc mes revendeurs, et combien de ces B2B ont vendu, m'ont repassé commande ou sont rentrés par ma pub B2C? Tu vois, au final, c'est. Mais aujourd'hui, on est à 10% du. Si tu prends toute la marque, on doit être à 10, entre 8 et 10% du budget en pub, ce qui est pas beaucoup et ce qui est peut-être même pas suffisant, ce qui montre qu'on peut accélérer de ce côté-là. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est une bonne manière de voir son budget en pourcentage du chiffre d'affaires. On appelle ça le cost of sales. Ça Mhm. te permet, toi, de trouver quel est le seuil à ne pas dépasser. Et effectivement, si tu es vraiment en dessous du seuil, ça peut vouloir dire que tu investis Que trop tu peu de spends pas budget par assez. rapport à ce que tu devrais Ouais, faire. ouais. Et ça veut simplement dire que tu as un marché à aller chercher, que tout fonctionne bien pour toi. Et donc, autant y aller si c'est ton ambition, évidemment, hein. Après, il y a ce côté super rassurant, tu vois. Bon, déjà, nous, l'international, on fait pas d'ads encore à l'étranger, même si parfois on a des pubs, des Chinois qui commandent, des Japonais, des Américains. Mais tu vois, il y a ce côté aussi rassurant de se dire, tout le monde ne nous connaît pas. Alors de plus en plus, forcément, avec les publicités, les radios et autres, bah, les gens vont connaître la marque. Mais on a quand même une grosse densité de la population française qui ne connaît pas la marque et à aller chercher. Donc c'est aussi rassurant dans le sens où on se dit, c'est super cool parce qu'ils vont connaître la marque maintenant. Avec cette communication-là, ce branding-là, cette hauteur du détail-là, ce produit-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as beaucoup de gens qui ont testé le produit il y a 8 ans, mais ils nous ont fait confiance, super. Mais la marque, elle a considérablement changé. Même le produit en tant que tel. Le packaging, enfin toute la suite que tu as derrière. Ouais.
Je te pose une petite question, une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Sur les 8 dernières années, vous avez déjà vécu un rebranding, voire plusieurs rebrandings? Alors à l'époque, le plus gros rebranding que tu peux avoir, c'est le nom. À l'époque, on se disait, le vent la française à l'international, ça va être compliqué. Au final, pas du tout. Nous, les gens adorent le mot qui est française dedans. D'ailleurs, on tourne une pub fin d'année prochaine avec pas mal de gens qui parlent des langues différentes et qui disent le vent à la française, et c'est très drôle, avec tous les accents et toutes les langues, et justement, on va en faire une force de ce côté-là. Après rebranding, on a changé, on a toujours resté dans l'alignement de ce qu'on faisait. C'était peut-être un peu beaucoup orienté sur le bleu, blanc, rouge à l'époque. Tu vois, maintenant, on est plus sur des couleurs qui nous correspondent plus, et on a plus enfin trouvé nos couleurs, que ça soit en distribution, comme tu l'as vu sur les présentoirs en magasin, avec un bleu qui est un peu plus pétant et que tu as aussi sur salon, parce qu'il faut attirer que ça se voit, et un bleu un peu plus posé, calme, calme en ligne. Rebranding de logo, forcément, mais on n'a pas vraiment vécu un truc où tu t'es dit, tiens, t'arrives sur un truc qui est, je connaissais pas, quoi. Ouais, OK, très clair. C'était une petite parenthèse parce que tu Et parlais d'ailleurs, de ce et ouais. d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, la dernière fois, je suis tombé sur le site, tu sais, je fais pas mal Google Sense, je prends une photo d'un truc, si je sais pas, voilà, c'était pour des poignées de moto, je voulais savoir où je pouvais les trouver, et je trouve ça incroyable, d'ailleurs, maintenant tu trouves ton truc directement, et je suis arrivé sur le site de Cdiscount. Et je savais pas que j'étais sur Cdiscount. C'est-à-dire que j'ai pas été sur Cdiscount depuis 5 ans. Ouais, mais c'est la même chose, ça me donne envie de chercher en même temps que tu m'en parles. Non, mais ouais. Et donc, je sais pas si t'as vu leur nouveau logo, leur niveau, le typo et tout. Et je me suis dit, attends, est-ce que Je suis c'est en pas train un de site regarder. arnaque ou un truc? Et là, en fait, je vois en haut, c'est Discount. Et j'avais même pas remarqué le Mmh mh. truc. Tu vois, je Mmh trouvais mh. ça un peu dommage. Parce qu'ils ont quand même. Alors, je suis pas un gros consommateur, moi, de sites en ligne en général, et encore moins, tu vois, de plateformes voilà, très très larges. Alors, je commande comme tout le monde, parce que maintenant, c'est devenu. Je commande sur Amazon, je commande parfois sur Cdiscount. Mais là, tu vois, Cdiscount, je vais pas sur le site toutes les semaines. Et je sais pas ce que t'en penses, mais. Tu vois, il y a Et eu un truc. ouais, j'aime pas Putain, il trop y a eu un donner parti mon pris. avis par rapport à ça, parce que dès qu'il y a quelque chose qui change, on peut trouver Non, mais l'effet c'est négatif, mais sûrement génial effectivement, pour ça eux. change. C'est sûrement génial pour eux. Et ils ont analysé, ils m'ont pas attendu pour ça. Et ils sont, tu vois, enfin, ils ont une place qui est 1 milliard de fois au-dessus de la nôtre sur tous les segments. Mais ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, parfois, tu peux perdre aussi ton consommateur en faisant ça. Je te prends l'exemple de La Redoute qui a fait un rebranding bah, que j'ai adoré. Qui est resté dans le mood de La Redoute et qui est le supplément de ce que moi j'attendais. Enfin, c'est peut-être parce que je suis pas un consommateur Cdiscount aussi, et que au final, quand tu es consommateur et que tu y vas toutes les semaines, peut-être qu'au final, tu as vécu cette transition super bien. Ouais, ouais. Toujours délicat les sujets de rebranding parce que c'est un peu plus, compliqué qu'on ne le pense. Dernièrement, il y a eu aussi, pas mal de réactions par rapport au rebranding de Jaguar. Je sais pas si tu Ouais, l'as ouais, vu, ouais, ouais, j'ai vu passer. passer? Et je pense qu'il y a que le temps qui nous, laissera enfin qui pourra tirer, les conclusions de tout ça, de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise, décision. Après, ta petite marque et grosse marque aussi, dans le sens où Le Vent à la Française fait un rebranding. C'est peut-être un aveu de faiblesse. T'as une grosse marque, un rebranding, c'est pour aller chercher le marché qu'elle a pas parce qu'elle a eu des super analystes, ou alors des super analyses et analystes derrière. Mais est-ce que tu penses pas que ça fait un peu abus de faiblesse, aveu de faiblesse, pardon? De la part de Jaguar? Tu sais, quand tu le vois comme ça, est-ce que tu vois des marques te dire, tiens, je change complètement mon style et je fais un Mmh mh. rebranding Mmh mh. Bah, après, je trouve que c'est assez aligné avec, tous les, nouveaux logos de toutes les marques de luxe qui se sont tous, très Ouais, c'est pas faux. simplifiés et ce qu'ils veulent, ça c'est peut-être, dans cette logique-là. T'as Renault qui est Honnêtement, revenu à l'ancienne au final. ouais. Moi, j'ai Ouais, trouvé ouais que ça, et c'était un super move. je suis tout à fait d'accord, avec toi. Je trouve que le logo est vraiment, très bien. Il y a Peugeot aussi qui a changé de Ouais. logo et je trouve que la nouvelle identité, elle est bien mieux La que la précédente, ouais. précédente, que ça l'a fait passer dans une nouvelle gamme finalement. C'est vrai, ça a monté en gamme. Mmh mh. Tu la mets maintenant à côté d'allemandes, de voitures Ouais, allemandes, ouais, c'est et clair. où tu la mettais pas avant, c'est vrai, ça a Mmh été mh. bien fait. C'est cool, c'est des marques françaises. Ouais. J'avais pas prévu qu'on parle autant de rebranding, mais c'est vraiment, très, intéressant. On va juste refaire un petit, step back et reparler de tes budgets, ads. Hem, Aujourd'hui,
comment il est, réparti entre, Google et Meta? Est-ce que 50-50, c'est 50-50, ouais? Et à c'est peu près. 50-50 parce que c'est, comme ça ou parce que vous avez constaté que ça Non, fonctionnait le mieux comme ça? ouais, ça s'est constaté comme ça et c'est assez aligné. Tu vois, ouais, c'est géré différemment et finalement, on est à peu près à 50-50. Peut-être ça correspond aux saisonnalités aussi de notre univers et qu'au final, Et ça doit correspondre aussi à votre produit, parce que vous avez à la fois un produit qui doit être recherché sur Google, donc qui, répond à un certain volume de de recherche et puis requêtes. également un Mm. produit qui peut s'acheter, sur le coup de la séduction, et donc Exactement, qui est tu très vois. bien, positionnable sur du Meta. C'est ça, et puis tu vois, en organique par exemple, alors c'est difficile de le travailler avec le vent à la française. Bon, Euh, t'as pas mal de backlinks maintenant tu le disais, je te donne un exemple, par exemple, tout à l'heure, tu vois, on fait des radios, ben, elles ont des backlinks puissants, on a des backlinks en do-follow de ces radios-là. Bon, ça te fait monter la notoriété de ton site. On a quand même un petit blog, mais on travaille pas le référencement comme on devrait le travailler. Pourquoi? Parce que c'est dur d'avoir 300 mots bas de page d'une fiche produit sur un site de marque, tu vois, revendu dans des magasins. Ça peut faire un peu néfaste, mais on a quand même 40 000 visiteurs qui viennent par mois sur notre site de façon organique. Tu vois, sur nos best mots-clés, je crois on en a 200 qui sont classés premiers dans Google, et c'est des mots-clés qui sont pile dans notre cible, donc forcément, ça t'amène des ventes et ça se fait avec le temps. Mais je crois beaucoup au SEO d'ailleurs. Moi, je pense qu'un bon, u une marque en e-commerce, entre guillemets, même si ses grands principes sont toujours différents d'une marque à une autre, de sa maturité, de son ancienneté, mais avoir 50 de trafic en organique, ça permet quand même de grossir sereinement. On est tout de suite moins dépendant des plateformes publicitaires. C'est-à-dire que si un Ouais. jour, Meta disparaît ou, dans des périodes où les coûts publicitaires, augmentent Tu plus, sais ce qui bah s'est passé la semaine dernière? Le week-end dernier, on a eu un problème avec notre prélèvement Facebook. En fait, on était sur nos cartes bancaires et tu sais, t'as des plafonds de cartes bancaires, donc on avait deux cartes bancaires et on s'est dit, chaque année ça coupe, il y a une journée, tu sais, on doit changer la carte. On va anticiper, on va passer en prélèvement, sauf qu'on l'a fait le vendredi. T'as deux jours de latence et on a eu 45 euros de dépensés le samedi, 45 euros de dépensés le dimanche. Mais au 1er final, week-end sur les de ventes, décembre, ouais, une période mais au super final, sur importante. les ventes, bah, on a fait un meilleur week-end que l'année dernière. OK, bah, trop bien. Peut-être parce que, bah bon, déjà, t'as toutes les pubs qui ont été mises d'avance de la semaine, de Ouais, gens ouais, qui ont ouais. prévu d'acheter, et au final, parce que tu te retrouves sur des campagnes qui ont fait 45 euros, mais des ROS à x20, tu vois, Mmh mh. enfin, énorme. Mais au final, après, est-ce qu'on est vraiment ultra dépendant? Je Mmh sais mh. pas. On est dépendant, c'est sûr. Mmh Ultra mh. dépendant, je sais pas. Non, dépendant forcément, si demain tu coupes pendant, 1 mois tes investissements en ads, naturellement tu devrais voir, moins de chiffre d'affaires sur, C'est ton ça. site Est-ce internet. que sur Sinon, c'est deux qu'il y a jours, vraiment un gros problème. Mais ne pas être d'être en partie dépendant, OK, mais ne pas être 100 dépendant. Moi, je vois beaucoup de marques passer, et j'en vois où vraiment dès qu'elles coupent leur budget, ouais, il y a plus sur rien. Meta, sur Google, il y a plus rien qui se passe. Et Après, ce dans ces côté cas-là, ça marque, peut presque être dangereux. après, tu vois, aussi, on est très, enfin, on est beaucoup représenté aussi en magasin. Du coup, ça fait connaître la marque. T'as cet apprentissage parce que t'as beau, euh, t'as beau faire des vidéos sur YouTube, t'as beau mettre de la pub sur Meta, sur Google. Enfin, rien de mieux qu'un magasin qui présente tes produits où la personne a pu les voir, les toucher, se dire tiens, le vent à la française. En plus, on a des présentoirs, tu vois, travaillés avec fabriqués en France, cordon garantie à vie, résistant à l'eau. Donc, qui sont nos trois plus grosses, nos trois plus grosses, je dirais, mises en avant produits pour le vendre. Donc, au final, sur un petit espace, ils arrivent à découvrir la marque et ils prennent peut-être plus de temps à la regarder que s'ils regardaient un produit sur une pub. On est présent dans un peu plus de 1000 magasins. Ça nous fait aussi une belle campagne de notoriété au jour le jour. Ouais. Ouais, c'est clair et ça te permet, je pense aussi de répondre à toute ta largeur d'audience, possible. On en parlait rapidement, tout à l'heure. Tu disais qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour vous d'identifier un persona, prioritaire, mais je pense que c'est parce que aussi vous avez, une audience qui peut être tout de suite très large. Ça peut être Ouais, moi. Moi, je peux être, votre client, je peux être dans votre persona, mais ça peut être aussi, ma conjointe, ma c'est maman ça. qui recherche un cadeau Ou pour moi. même ta grand-mère qui Mmh a mh. 75, 80 ans qui veut faire plaisir aux petits-enfants.
Ouais, c'est ça. Mais Tu ça peut vois, être aussi, tu mon père qui voudrait se faire plaisir lui, parce que les bracelets sont quand même assez, enfin, peuvent aussi bien aller à une personne plus jeune comme, c'est ça. plus âgée. Donc le fait d'être présent en online et en offline, ça vous permet de toucher tout le monde et toucher aussi bien les personnes qui achètent qu'en offline. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de vous découvrir des marques, en boutique, prendre une photo et de commander ensuite Tu vas sur pas te faire internet aimer, parce toi. que comment? Toi, tu vas descendre dans le magasin en bas de chez toi, ils vont te dire hop, hop, hop. On a écouté Et ton podcast. non, mais c'est ça, mais c'est peut-être juste un comportement parmi Oui. tant d'autres. Non, mais il y a beaucoup. De toute façon, c'est un cross-canal. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut être vraiment présent partout. Et plus on te voit, tu vois, forcément, hein, si tu arrives à avoir demain une pub sur TF1, des pubs dans le métro, plus tu passes le message, plus tu fais connaître ta marque, plus on va penser à toi, plus tu vas être au pied du cadeau, du sapin, entre guillemets, plus, tu vois. Il y a avec Marvin, qui est le responsable commercial de la marque, le responsable B2B, pardon, de la marque, on se disait, tu imagines le nombre de gens qui, au pied du sapin, vont avoir un bracelet le vent à la française. Mais à chaque fois, dis-toi, enfin, je sais pas comment toi tu fais Noël, mais à Noël, souvent, t'as tes cousins, tu vois, à chaque fois, t'as, je sais pas, 10 personnes, autour, moyenne de 5-10 personnes, parfois plus, parfois moins, mais les gens, ah, t'as eu quoi? Ah, ok, ce bracelet, ouais, le vent à la française, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est-à-dire que il y a un espèce de double impact qui se crée quand les gens ouvrent leurs cadeaux. Et ça, j'aimerais bien avoir être une petite souris, tu vois, avoir un œil sur toutes les ouvertures. C'est clair, il y a vraiment un effet, boule de neige, un cercle vertueux Nous, qui se crée. nos meilleurs commerciaux, c'est finalement les gens qui portent le produit. Parfois, j'offre à mes potes un bracelet et je leur dis, mais je devrais te payer pour le mettre tous les jours, parce que c'est un produit que tu quittes pas. Et c'est ça qui était intéressant, tu vois, on parlait tout à l'heure de forcément de stock, de coûts d'envoi dans des petits plis, ce qui fait que c'est assez pratique. Au final, tu l'enlèves jamais. Tu vois, un t-shirt d'une marque, bah, tu le mets 2 jours, un jour, tu le mets, allez, 2-3 jours dans le mois, peut-être 4 ou 5. Mais le bracelet, tu vas pouvoir l'avoir 365 jours par an. Donc forcément, quand tu es à la terrasse d'un café ou autre, les gens le voient, en parlent. Mais il y a vraiment plein d'arguments à vendre des bracelets finalement. Les stocks, le fait que l'on le porte tous les jours, il y a aussi Toi, certainement, tu vas venir nous créer de la concurrence, je sens. ouais, je vais m'arrêter là. Ça y est. Mais non, mais franchement, c'est, super intéressant ce qu'on dit là et petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Vous arrivez à estimer à peu près combien de personnes vont avoir un cadeau, le vent à la française sous le sapin cette année? Non, j'ai pas fait le Ouais. truc. Très honnêtement, non, mais il faudrait que je fasse un petit tableau Excel et je regarde. Bah, t'as forcément toutes tes ventes en ligne qui sont quand même beaucoup amenées vers le cadeau Noël, mais c'est surtout l'impact des ventes magasins. Ça fait un petit paquet de personnes maintenant quand même. Et puis surtout, tu vois, on fait quand même un volume qui est considérable et sur un produit à 29-39 euros. Donc, tu sais, t'es pile dans le. Tu vois, on va rajouter un argument sur le bracelet, mais tu sais pas quoi offrir. Je vais vendre un peu le produit. Tu sais pas quoi offrir. Tu as un budget d'une trentaine d'euros. Mais va trouver un cadeau qui est fabriqué en France, qui n'a pas de taille, qui peut un peu plaire à tout le monde. Enfin, tu vois. Et là, tu as une garantie à vie sur le cordon, ça n'a pas de taille, tu es dans un prix accessible. Enfin, moi, j'ai cette image de mon image, bon, du gars qui est toujours un peu le 24 décembre dans le mag. Tu sais, j'étais le dernier l'année dernière au Galerie Lafayette, à Clermont. Et je connais, donc on a un super stand et un super corner là-bas, et je m'entends bien avec Frédéric, la directrice. Elle me dit, mais t'es le dernier du magasin cette année. Et je t'assure, le gars ferme ses portes avec moi. Et j'étais, tu vois, et je me mettais dans la paix. On a un super stand en bas des escalators au rez-de-chaussée pour ceux qui connaissent là-bas. Je me disais, putain, pourquoi dommage que ça soit notre marque? Parce que ça serait génial, tu vois, de passer, de te dire, tiens, allez, j'en prends 4. Un pour mon neveu, ma nièce, mon frère, mon truc. C'est pratique au final. Donc je pense que c'est ce qui fait le succès de la marque aussi peut-être aujourd'hui, c'est que c'est aussi le cadeau facile et qui a en plus du sens. Ouais. Si ça fonctionne bien à l'extérieur et aussi, à l'intérieur pour vous avec tous, ces avantages, le c'est forcément, bon pour pouvoir vous développer et avoir une croissance, saine et qui Ouais. dure depuis 8 ans. Je pense que tu as mis le mot dessus. Je crois saine, c'est aussi ce qu'on veut avec mon associé. Tu vois, on est encore à 50-50. On n'a jamais réinvesti d'argent dans l'entreprise. On n'a jamais eu besoin de lever de fonds. C'est notre mode d'entrepreneuriat. Et cette technique un peu, ben,
tu vois Bootstrap qui qu'on entend, enfin pas mal de gens en parlent enfin t'as deux tu vois, t'as vraiment deux segments, donc soit la technique levée de fonds, soit la technique ben, sans lever, sans rien et from scratch souvent et tu vois en partant de rien. Nous on est de cette technique-là et on veut être là aussi dans 15 ou 20 ans. Donc le but c'est de faire ça intelligemment mais petit à petit. On veut pas se brûler les ailes. Si on a parlé d'acquisition, mais il y a aussi une chose qui est importante en e-commerce, c'est la LTV, la rétention. Mm. Est-ce que toi, tu as observé derrière que malgré tout, les gens Écoute, achètent un bracelet, mais ils vont en acheter après de toutes les couleurs ou de formes différentes? Écoute, on a 15% de clients qui reviennent chaque année sur notre site internet. C'est difficilement quantifiable en magasin, mais 15% de gens qui reviennent, bah, c'est quand même pas mal sur un produit comme le bracelet. Je pense qu'on pourrait faire mieux, mais on a la chance de sortir pas mal de collections, ce qui fait que ben, ça plaît énormément. Et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, sur le fait que ça soit homme, femme, maintenant enfant, on est aussi ultra inclusif dans la marque. C'est-à-dire que ça plaît à tout le monde. Tu vois, par exemple, le côté handicap est très important chez nous. On est vachement investi dans cette partie-là et on montre qu'au final, ben, le handicap peut aussi avoir un bijou. Et c'est pas un frein. Donc il peut vraiment aller à tout le monde. Et c'est ce qui fait que les gens reviennent chez nous parce qu'au final, ils peuvent acheter pour un enfant, pour un adulte, pour leurs copains, leurs copines, et enfin tu vois, vraiment pour tout le monde. Et sur cette partie bah, qu'on est en train d'essayer, alors il y a un projet qui est en cours l'année prochaine, mais je peux pas t'en parler tout de suite, mais au côté du handicap, justement, et c'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus, avec une partie qui nous tient à cœur sur ce côté-là. Donc, tu vois, quand je te parlais d'ouverture d'esprit de la marque et d'ouverture d'axe, de Voici, Playboy, et puis toutes les. Bah, je te parle même dans tous les cas de figure. Et le handicap, bah, on fait partie et c'est ultra important pour nous. Ouais, bah, c'est top de prendre ce genre, d'initiative-là et aussi d'y penser et je vais refaire un dernier, Bah, point si sur tu la veux être marque, vraiment mais inclusif, tu l'es jusqu'au bout parce que ouais, ouais, bien sûr c'est ça, et le fait de pouvoir avoir, de la marge et cetera, c'est aussi ce qui te permet, toi, d'aller, créer ce genre, de campagne, oui, d'initiative et de pouvoir c'est prendre ça. le temps de faire ça. C'est top. Tu vois, on fait chaque année Octobre Rose pour le cancer de la femme, Movember pour le cancer de la prostate chez l'homme. Enfin, tu vois, on va vraiment aller sur le handicap, mais même aussi sur la maladie, sur l'accompagnement. Il y a un côté aussi animal qui va arriver chez nous plus sur l'année 2026-2027. Enfin, nous, on veut vraiment être la marque pour tout le monde, mais qui va servir à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? On est aussi une marque qui, tu vois, on change les cordons de nos bracelets de façon gracieuse. Pourtant, on est sur un bracelet à 29 à 39 euros. Bon, déjà parce qu'on est sûr de la solidité de notre produit. Mais tu prends des marques dont je citerai pas le nom et qui sont parfois nos exemples de jeunesse. Bah, on peut en parler, mais comme Dinvan, tu vois, tu vas en magasin. C'est 20 euros pour changer ton cordon. Nous, on le fait gracieusement. Parce que nous, on veut cette accessibilité là aussi et cette préférence à l'accessibilité, au fait de pouvoir partager encore plus loin son produit et la durabilité est importante pour nous. Et ben ça nous amène à réfléchir en permanence à comment on peut aller aider tout le monde et être encore une fois ce produit qui rappelle des émotions. Tu vois, beaucoup de gens nous envoient des lettres pour changer leur cordon, des lettres manuscrites, hein. On reçoit, je sais pas, 4-5 par mois, avec marqué ne perdez pas mon bracelet. J'ai vécu ça avec, que ce soit de moments de joie ou de moments de tristesse. Je veux pas le perdre. Changez-moi le cordon, mais je veux cette médaille-là. Et c'est ce qui nous fait aussi se développer encore plus sur l'humain, nos valeurs de base, et ce pourquoi on a aussi monté l'entreprise, la marque. Et c'est pour ça que notamment l'handicap, la maladie ou autre va être un des acteurs clés de notre communication parce que c'est aussi des émotions, qu'elles soient joyeuses ou tristes, dans tous Ouais. les sens du terme. Bah, écoute, c'est on peut que vous encourager d'aller dans ce sens-là. Bravo à vous Bah merci. et peut-être, quelques questions encore sur la partie, rétention. Donc, vous utilisez malgré tout, des outils comme, Klaviyo, de l'automation, voire pourquoi pas du WhatsApp?
Oui, alors, heu, tout le monde me parle de WhatsApp en ce moment. Je reçois, 10 mails par semaine, sur WhatsApp. «Pourquoi t'as pas WhatsApp sur ton site?» sur LinkedIn et autres. Hem, oui, on utilise, pas mal d'outils de tracking maintenant. Je pense qu'on peut être un peu plus pro là-dessus et petit à petit, on va l'être, courant d'année 2025 en rajoutant des process, comme on l'a fait avec Fairing, par exemple, pour le sondage, pour le persona. On utilise évidemment, enfin, c'est pas évident pour tout le monde, mais je pense qu'on le reconseille maintenant et on le conseille vraiment dans l'e-com, Klaviyo, pour le tracking. On a fait un gros travail de ce côté-là, sur toute, notre base mail et sur aussi, tu vois, c'est un peu comme si aujourd'hui je te disais, on a 4000 magasins. C'est faux. Aujourd'hui, on a 1000 magasins actifs. Pourtant, j'entends des gens dire, nous, on a 2000 magasins. Mais ils en ont réellement que 200 actifs. Donc, c'est pareil pour la base mail. Euh, Tu vois, tu peux avoir 300 000 mails. Si le mec, il a pas ouvert tes 5 derniers mails, tu peux le squeezer, tu vois, ça va juste baisser ta note et ça sert à rien. Donc, là-dessus aussi, on essaie d'être intelligent dans le comportement de notre base mail et dans notre segmentation. Et on a ajouté des flows petit à petit et ça correspond maintenant à une part importante de notre chiffre d'affaires parce que euh, effectivement, quand on envoie un mail au bon moment, ça fonctionne. Et WhatsApp, il faudra peut-être un jour qu'on y aille. On est en discussion avec pas mal d'entreprises qui nous draguent de ce côté-là, qui draguent un peu tout le monde, hein, ne nous draguent pas forcément que nous. Mais je pense que ça peut être utile à un moment donné. Mais j'ai pas le recul suffisant, tu vois, d'amis aussi qui ont des marques. Enfin, j'ai pas de recul. Ils me disent, attends, on attend de passer les fêtes et on voit et on te dit le retour qu'on en a. Mais je sais que c'est un peu le truc du moment là-dessus. Ouais, j'ai fait un épisode avec Tiffaine Venet de Simio, on parlait de WhatsApp. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire sur WhatsApp qu'on ne peut pas faire en tout cas avec d'autres outils. Je pense que ça peut être une opportunité pour pas mal de marques, mais après, évidemment, chaque chose est à étudier dans son contexte. Ouais, Euh, c'est faut tester, tu vois. ouais, Faut tester, itérer, et puis après, ce qui est sûr, c'est que tu vois, c'est assez nouveau, ça s'est vraiment fait sur les, je sais pas ce que t'en penses, mais sur les 4, 5, 6 derniers mois de l'année. ouais, ouais, Moi, j'ai été relancé pas mal de fois, mais là, en novembre, décembre, enfin, je peux pas implanter quelque chose à ce mhm, moment-là. bien sûr. Mais ouais, on verra pour 2025. Redis-moi le nom de l'outil que vous utilisez pour le questionnaire post-achat. Fairing. Fairing. Donc on a Ouais, parlé de Fairing, de Meta, de Google, de de Klaviyo. Klaviyo, et On est certainement sur d'autres, HubSpot aussi, pour... HubSpot. voilà. C'est quoi ton outil, toi, ton outil e-commerce préféré? Soit que tu aimes utiliser ou celui dont tu pourrais pas te passer? Excel. Ouais. Mmh. Non, mais tu vois, un drive, moi j'ai ouais, on est sur Google, donc j'ai un petit drive avec un petit tableau Excel et tu vois, mes reportings, je les suis un peu au jour le jour. Après, je pense qu'on peut être beaucoup plus pro dans la démarche. On travaille sur tout maintenant. Je veux dire, on est sur Notion, on est sur Canva, on est sur. Enfin, tu vois, faut vraiment. Je sais pas s'il y a un outil. Si je devais en garder qu'un, ce serait Shopify. Forcément, tu vois, je pense que on leur doit beaucoup parce que l'écosystème qu'ils ont fait est quand même vraiment pas mal. Vous aviez commencé sur Shopify? Non, on était sur WordPress Ouais. à l'ancienne. Et ça fait c'est récent ce passage sur Non, ça Shopify fait ou quand ça a même. commencé à dater quand même? Je pense que ça fait 4 ans, tu vois. OK. 2020 peut-être, juste avant Covid. Peut-être après, je sais plus. Non, peut-être 2022. Ça fait pas si longtemps que ça, 2021 je crois. Mais ouais, on était sur WordPress qui marchait bien, mais bon, qui a eu son temps, je pense, et on est arrivé dans le fin de cycle de WordPress. Mais où à l'époque, tu trouvais pas des vidéos pour monter un Shopify comme tu trouves maintenant. Non, Je veux dire, non, maintenant c'était un tu me peu donnes. le CMS du dropshipper. Oui, maintenant tu me donnes tu me donnes le nom d'un produit, tu me donnes ton produit. Un site, tu le fais en 2 jours. Je veux dire, tu regardes des vidéos sur YouTube, ça va très vite. À l'époque, t'allais sur YouTube, tu regardais, tu grattais. Shopify était pas aussi. Je sais même pas je sais pas quelle année c'est Shopify, tu vois. Je saurais pas te dire non plus, mais j'aurais bien aimé être la personne qui a inventé Shopify. Ouais, ouais, je pense que. Bah, je sais pas. Mais après, ouais, je pense que bon. Mm. J'avais pas le niveau là doit Ouais, être ouais, un non, mais bien peu. sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ouais, Shopify, ton outil préféré. Euh, ChatGPT. et Ouais, comment? si je pense que si je devais te dire un outil, ça serait ChatGPT. ChatGPT? Ouais.
Pourquoi? Pour les fiches produits, pour, tes titres, Non, pour, mais en général, ouais, tu peux faire un business plan en 2 heures, quoi. ouais, ouais. Non, mais Mais c'est devenu un assistant permanent qui te permet d'avoir des informations sur à peu près tout, d'avoir les sources que tu peux bien évidemment contrôler. Mais tu vois, par exemple, ouais, ça te fait le lien entre pas mal de trucs. Par exemple, si tu dois faire une grille tarifaire pour de la personnalisation, ben, tu vois, t'as tes prix paliers, mais savoir les zones de un peu turbulence où ton client vaut mieux qu'il passe au prix d'au-dessus ou au prix d'en dessous, bah, ces techniques-là, tu vas pouvoir les calculer de façon très simple avec ChatGPT et il va pouvoir t'amener à un raisonnement en 2 heures de taf avec lui, là où toi, tu passes 4 semaines et t'arrives à un truc qui est pas finalisé. Non, je pense que, tu sais, moi parfois j'ai des gens qui m'envoient des mails illisibles, mais vraiment, tu sais, moi j'aime bien, je suis un peu maniaque, mettre les espaces, les trucs et tout, mais qui m'envoient un pavé ChatGPT, fais-moi une synthèse, tac. Je gagne un temps qui est incroyable, faut vivre dans son temps. ouais, bien sûr. Moi, j'avoue que ChatGPT, c'est un outil où je pense que mon temps passé sur ChatGPT, il fait qu'augmenter, au Bah fur ouais, et à mesure des jours, hein, même pas des semaines, mais c'est un super ouais, parce que outil pour, mais même dans la vie de tous les jours, hein, tu vois, sur un truc que tu sais pas, tu peux plutôt raconter de bêtises maintenant aux gens parce qu'ils peuvent contrôler sur le chat GPT. Non, c'est un accès à l'information assez rapide et assez cool. Je pense si on a l'outil, un peu comme tout, tu peux t'en servir pour faire un truc qui serait inutile ou tu peux t'en servir pour mettre à bien certains de tes projets. Et je pense que ça peut être pas mal. De façon raisonnée, hein, ça remplace pas tout forcément. et tu vas pas avoir le droit d'utiliser ChatGPT pour répondre à ma question, suivante. C'est laquelle ta marque, e-commerce, préférée? Ou en tout cas, celle que en tant que fondateur de ou cofondateur plutôt du Vent à la française, toi, une marque qui t'inspire, que tu regardes, régulièrement? Alors, il y en a plein qui m'inspirent, que je regarde régulièrement. Franchement, j'en regarde tellement. Je vais sur tellement, tu sais, je me fais toutes les semaines mon petit benchmark de 20-30 sites. Mais il y a des choses, tu vois, il y a des super sites. Bah, je te parlais de Bonsoir, par exemple, que je trouve qui est une super marque et ce qu'ils ont fait, c'est super bien. Il y a plein de marques en France, il y a des marques aux US que je regarde aussi qui sont très intéressantes. Des marques anglaises, forcément, tu as les big marques que tu peux retrouver ben, sur des plateformes, tu vois, quand on est à côté de VP ou autre, bah, quand on est sur VP, tu peux trouver des marques, enfin, je veux dire, même le site de Dyson est intéressant à aller voir pour comprendre tout leur process. Euh, après, euh, après, je pense qu'il faut aussi s'intéresser sur les meilleurs en termes de volume de vente. Tu vois, je regarde beaucoup les sites comme sans même forcément commander, mais comme Zara, Uniqlo, toutes ces choses-là, parce qu'ils ont des process qui sont aussi très avancés. Et toutes ces, tout- là où c'est créé, ils sont très très avancés. Tu vois, je vois Uniqlo, ils ont un process de vente, d'achat de nombre de produits qui est ultra bien fait pour comprendre. Même leurs fiches produits sont bien faites. Tu vois, sur l'Europe, c'est bien fait. Et après, non, je crois que je suis un peu toutes les marques. Un peu toutes les marques que tu peux voir actuellement dans ton feed d'actualité Facebook qui font de la pub. J'en ai pas une vraiment préférée. Je trouve que la personnalisation aujourd'hui, parce que moi je suis plus un consommateur pour les cadeaux de Noël est sympa. Tu vois, bah, je te parlais de Bonsoir, j'ai offert des cadeaux pour Noël personnalisés Bonsoir, et je trouve ça sympa. Ouais, très bien, et je vais terminer avec, ma question, habituelle, ma question de fin de podcast. Est-ce que tu as une personne que tu me conseillerais, d'inviter pour un prochain échange? Un prochain Alors podcast? dans le cadre de notre échange, je pense pour sa partie analyste, data, tu vois, professionnalisme du truc, je pense que Valentin Lebas, tu vois, je pense que tu connais bien. Valentin. Ouais, ouais, ouais. Bah, que tu as déjà eu en invité, mais Ouais. ouais, je pense que si tu devais avoir quelqu'un sur la partie e-com de structuré qui analyse, parce que je Mmh crois mh. que c'est ce vers quoi il va falloir aller demain, bah, je pense que le futur est avec des gars qui sont câblés comme ça sur l'analyse Ouais. ultime du truc, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Non, effectivement, c'est, Après, merci tu peux pour la inviter proposition. aussi, après tu peux aussi inviter des mecs, je pense que le patron d'Amazon, le patron de Facebook, mais je pense que le plausible, tu auras plus de simplicité à avoir peut-être Valentin. Non, mais ça peut être une bonne réponse, hein. Effectivement, tu pourrais me dire: «Bah, invite, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg». Mais ça va être un petit peu plus simple pour moi d'inviter, Valentin Leva puisque c'est mon associé. Vous avez eu, dernièrement l'occasion, C'est d'échanger et c'est ça, vrai qu'il a un profil très, analytique et c'est ça. effectivement, on a Bah, ça déjà reprend bien enregistré ce un qu'on vient de dire, tu ouais, vois? ouais, J'ai essayé de te effectivement. trouver là rapidement quelqu'un qu'on connaissait tous les 2 et qui reprenait bien un peu ce qu'on venait de dire au niveau de l'analyse et de la data. Ouais, effectivement, on a déjà enregistré, un podcast ensemble, mais je pense que la liste de sujets sur lesquels on pourrait avoir, ensemble une discussion, elle est, très longue. Donc, Bon, très bah, tu vois? prochainement, on Tu auras de ressortira quoi. un épisode avec, Valentin. Voilà, bah, tu vois? Très bien. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Charles, pour, tout ce que tu viens de nous, raconter. C'était vraiment, très intéressant, de faire ce pont entre, le offline, le online, entre, toutes les réflexions que toi tu peux avoir quand, tu as créé ta marque, enfin que tu as pu avoir quand tu as créé ta marque, mais aussi toutes les réflexions que tu as, aujourd'hui. C'était franchement, très intéressant, donc vraiment Je te merci remercie, beaucoup. merci à toi. J'adore discuter comme ça, tu vois? On pourrait parler, tout Ouais l'après-midi, le temps passe vite, mais et c'est bah, avec plaisir on et refera un catch-up dans quelques mois pour continuer cet échange et on avec invitera, plaisir. Valentin. Comme Ouais, ça, on on se fera pourra une avoir table, un échange ouais, encore plus approfondi. grave. On se fera une petite table à 3, ça sera très sympa. Mais non, mais merci, merci pour l'invitation et puis continue aussi à faire ce que tu fais parce que c'est cool, ça donne des informations. Moi, tout à l'heure, j'ai pris le parti pris de te dire que j'étais beaucoup formé, pardon, je vais y arriver, sur YouTube. Je pense aussi sur les podcasts. J'en écoute beaucoup, j'en regarde beaucoup. Et c'est vrai que au final, tu t'aperçois, et je le dis trop souvent, mais qu'en France, tu vois, c'est encore pas assez à l'américaine sur demander à son voisin comment il a fait, alors qu'au final, les portes sont ouvertes et que tu t'aperçois quand tu envoies un message sur LinkedIn à quelqu'un, les gens sont assez ouverts et assez à même, et ont même envie de discuter, de raconter leur histoire et d'échanger et de faire grandir l'autre. Donc, faut le faire un peu plus à l'américaine pour une fois. Enfin, dans le e-com, pas mal à l'américaine. Ouais, ouais, ouais. Mais je Non, je suis m'arrêterai au e-com. ouais, effectivement. Arrêtons-nous, au e-com, ils ont On plein va de pas choses partir sur des sujets. Voilà. à nous enseigner. Et non, je fais le même constat que toi. Il y a quand même déjà des personnes qui font du très bon contenu sur l'e-commerce, en Ouais, France, mais on en a besoin d'encore plus. Et puis, on a aussi besoin que, des personnes comme toi qui ont eu du succès, qui ont du succès, en e-commerce viennent nous raconter, leur histoire parce que c'est inspirant pour beaucoup de personnes. Donc, même si bah, t'as pas encore une une fois, route à merci beaucoup. suivre, hein. Mmh mh. Même s'il n'y a pas eu une route à suivre, tu vois, ça se fait un Ouais. peu. Chacun doit vivre son histoire et. C'est clair, c'est un peu peut-être parfois aussi le défaut qu'on peut, avoir, c'est de vouloir trouver la recette miracle qui marchera à tous les coups. Mais ça, on sait bien qu'il en existe aucune, que, il faut faire les choses, surtout avec du bon sens et intelligemment et pas C'est avoir ça. peur de prendre, une direction et puis de se dire: «Ah, je me suis trompé, Ouais, je puis de retourne, en demander arrière». aux autres, tu vois. Mmh mh. Demander aux gens qui ont déjà fait, parfois. Puis, tu vois, on en revient à la data, mais Valentin te le dira. Non, mais on en revient à la data. Tu vois, c'est un peu nous pour l'avenir de la marque et comment on développe la marque. Ben, aussi, savoir ce qu'attendent nos clients. On a une question à la fin de notre questionnaire, enfin à la fin de notre commande. Qu'est-ce que vous voulez voir dans nos gammes? Parce que toi, tu imagines que c'est peut-être que des bracelets, cordons ou autres, mais ça se trouve, le client, il veut bien autre chose. Tu vois, il faut vraiment interroger, mais jusqu'à ton client, et surtout ton client. Ouais, ouais, effectivement. Mais on se fera une autre. Ouais, on reparlera ça de ça dans un prochain, podcast parce que je pense qu'on pourrait avoir un Ah bon, on échange qui peut. durera 2 heures et demie. Tout le On serait week-end. déjà eu un On peu y est plus d'une jusqu'à heure pour Noël. ouais, jusqu'à on fera le marathon, les 24 heures, podcast, Ouais, on se. Ah, ça marcherait peut-être, hein. ouais, Un Twitch non-stop. ouais, ouais, ouais. Je pourrais rebondir là-dessus, mais je vais Ouais, on m'arrêter coupe. là. Merci à toi en tout cas, Thomas. Merci à Merci. toi, Charles. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.